La loi des finances, exercice 2022, est chiffrée à 10 milliards de dollars. Encore, il faut les mobiliser. 10 milliards pour près de 100 millions d'habitants. Pourquoi est-ce que la RDC n'arrive pas à mobiliser assez de ressources pour faire face aux nombreux défis, notamment les défis de développement, parce que le pays doit faire face à plusieurs autres paramètres que vous connaissez. Et au cours de cette émission Gros Plan, on va essayer de décortiquer ces budgets, l'évaluer aussi, et pourquoi pas ce qui a été voté l'année dernière avec nous sur ce plateau pour ces numéros Gros Plan. Monsieur le chef des travaux, Alexandre Choué, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous donnez cours à l'université protestante du Congo. Vous avez longtemps travaillé avec plusieurs premiers ministres. 4 à peu près. Vous avez aidé beaucoup de membres du gouvernement. Vous êtes consultant dans plusieurs organismes. On aborde le budget national 2022, 10 milliards. Mais avant d'aller au fond des sujets, dites-nous, les budgets nationaux, qu'est-ce pour les communs des mortels? Quand on dit budget national, c'est quoi? Merci d'abord pour l'invitation que vous m'avez lancée. Ceux qui dirigent le pays le font pour le compte du peuple. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas gérer l'argent du pays comme bon leur semble, mais ils doivent le faire selon certaines règles, et cela en tenant compte des exigences du peuple, car les ressources appartiennent au pays et donc au peuple. C'est ainsi que pour pouvoir mener sa politique, un gouvernement se doit de requérir à travers le Parlement qui représente le peuple l'autorisation de collecter des revenus sur l'économie nationale et pouvoir les utiliser afin de répondre à certaines préoccupations du pays et certaines exigences du développement du pays. Et donc, par là, il faut comprendre que le budget est donc à la fois un document qui renseigne sur les prévisions de recettes et prévisions de dépenses de l'État. Et ce document a une dimension légale dans la mesure où elle doit rencontrer l'assentiment du peuple à travers le Parlement pour pouvoir être mis en exécution. C'est ainsi que l'exécution du budget de l'État doit se faire avec beaucoup de sérieux, car en cas de non-respect des dispositions qui sont couchées dans la loi des finances, ça devient des violations, parce que c'est une loi et on est censé respecter la loi. Donc, en des mots simples, c'est ainsi que je peux présenter le budget de l'État. Et il sert à quoi? Parce que si il est comme une boussole, hein, le budget. Pour effectivement, c'est en fait. Telle époque, on doit faire ceci, on doit faire cela, ça doit être en fait, respecté. Le gouvernement. Il sert à quoi les budgets nationaux? Le gouvernement doit avoir une vision sur la manière de conduire le pays. Et pour arriver à conduire le pays, il faut des moyens. Et ces moyens, il faut les avoir auprès du peuple à travers le Parlement. Et donc, le budget est un document qui renseigne sur les ressources que le pays met à la disposition des gouvernants pour mettre en œuvre les politiques convenues. C'est comme ça que vous avez remarqué que lorsqu'un Premier ministre est nommé, il est investi par le Parlement. Il doit présenter un programme. Et ce programme doit être accepté. Si le Parlement rejette le programme du Premier ministre, ça suppose qu'il est démissionnaire avec son gouvernement. Et donc, le budget qu'il amène au Parlement doit concourir à la mise en œuvre du programme qu'il a présenté au Parlement. Et ce programme lui-même doit être l'émanation du plan national stratégique de développement du pays. Avant de parler budget 2022, parlons budget 2021. Il était chiffré au départ à 6 milliards. On est passé à 8 milliards, budget rectificatif. Qu'est-ce qui peut expliquer cet ajustement? Est-ce que l'économie se porte mieux? Et si se porte mieux, pourquoi on ne les ressent pas? Et tout à l'heure, j'ai fait remarquer que les recettes sont prélevées sur l'économie. Et donc, on peut dire que la santé de l'économie détermine également le niveau de performance que nous réalisons au niveau de la collecte des recettes publiques internes. En 2020, l'économie qu'on laisse s'est très mal comportée. Et notamment parce qu'il y a des problèmes structurels qui nous dérangent, notamment le fait que notre économie soit peu diversifiée, peu intégrée, peu complexe, mais aussi parce qu'il y a eu le choc de la Covid-19 et notre économie connaît également un haut niveau d'informalité. Et donc, il y a eu un dérapage important du point de vue des finances publiques. Déjà, à l'époque, le gouvernement avait fait une projection de 10 milliards. On m'avait demandé, je crois que je suis passé sur votre plateau également, on m'a demandé mon point de vue, j'avais estimé que les 10 milliards étaient trop
Pourquoi? Parce qu'en une année, il était difficile de passer de 5 milliards à 10 milliards de budget. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'on puisse prendre des mesures courageuses pour mieux collecter. Et les réformes demandent du temps. Ce qui fait que j'étais pessimiste. Et les choses nous ont rattrapés dans la mesure où le gouvernement est allé revoir ce budget-là à mi-chemin. Il y a eu un petit budgétaire qui a rabattu l'enveloppe de près de 40%. Et c'est normal parce que l'année 2020 s'est achevée aussi avec une croissance de 1,7% et une inflation de 20,7%, ce qui était quand même très mauvais. Alors, en 2021, on s'attend à une croissance de près de 4%. C'est la raison pour laquelle on a revu à la hausse les projections de recettes de l'État. C'est une bonne 8 chose. milliards, même si ça ne se fait pas sentir au niveau Oui, mais en fait, c'est une du vécu prévision. quotidien de la population. Oui, effectivement, c'est à suivre que le bas blessé que c'est une prévision. Il faut arriver à concrétiser cette prévision. Et pour cela, il faut qu'il y ait de la force de l'action gouvernementale. La raison pour laquelle, avant que notre émission a changé, je vous disais qu'un des éléments qui fait défaut dans les pays en développement et en RDC, c'est la gouvernance. Parce que quand on fait une prévision de recettes, il faut l'atteindre. Mais pour l'atteindre, il faut prendre des mesures. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, on ne pourra pas mobiliser. Et ça suppose qu'il faut faire beaucoup de choses. Il faut réformer, par exemple, l'administration financière, parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas. Il faut revoir les modalités avec lesquelles on collecte les recettes publiques en RDC, aussi bien au niveau central qu'au niveau provincial. Comment est-ce qu'on motive le personnel commis à la collecte des recettes? Donc, ce sont des mesures qu'il faut prendre de manière courageuse pour arriver au résultat. Si on ne le fait pas, les annonces ne vont pas aboutir. Vous parlez des problèmes d'hommes, oui, mais vous-même, vous avez été conseiller plus proche de quelques premiers ministres, notamment Muzito, l'effet Kouya-Diallo, Matata, je crois, et puis Sami Badibanga. Est-ce que vous avez fait des propositions, on ne vous a pas écouté? Bon, c'est vrai qu'être conseiller, c'est une chose, et être décideur, c'est une autre chose. Mais dans la mesure du possible, j'ai pu faire passer certaines idées à l'époque, et j'en suis fier pour l'intérêt de mon pays. Qui n'ont pas porté de fruits. À l'époque, j'étais parmi ceux qui avaient beaucoup dérangé le Premier ministre Muzito pour que l'on puisse faire un suivi du processus PPTE afin que le pays puisse atteindre le point d'achèvement. Et on a atteint le point d'achèvement en 2010. Et c'est un élément pour lequel je suis fier. J'ai eu à travailler avec Feu Kouya-Diallo, malheureusement c'était un mouvement de transition. Et après ça, j'ai travaillé avec le Premier ministre Matata aussi. Et là aussi, bon, lui, c'est un grand technocrate aussi. Donc, on a eu à bien travailler avec lui. Et j'ai fait passer beaucoup d'idées. Donc, j'en suis fier aussi. J'ai eu la chance aussi de travailler avec le Premier ministre Badibanga. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de pouvoir montrer de quoi il était capable parce qu'il était là pendant un court moment. Mais bref, j'ai pu dire ce que je pouvais dire et je continuerai à dire ce que je peux dire du moment que je dis la vérité et que c'est dans le sens des intérêts de la RDC. J'en suis fier et je... Il faut continuer à dire la vérité. Alors, tous les économistes s'accordent pour dire que 10 milliards de dollars pour près de 100 millions de Congolais, c'est trop peu. C'est trop peu au regard de nombreux défis qui sont devant nous. Alors, par rapport à notre dimension, quel doit être véritablement notre budget en tant que Congolais, un budget pour lequel nous pouvons être fiers? Il est possible de porter le budget de la RDC à plus de 20 milliards de francs, 20 milliards de dollars américains. Dans les conditions qui sont les nôtres? Dans les conditions actuelles, il faut prendre le temps d'affronter les éléments qui limitent notre espace budgétaire. Il y en a beaucoup, mais ça demande quoi? Ça demande du courage, de la détermination, de la bonne gouvernance et bref, un leadership fort. Pourquoi je le dis? Mais c'est parce que à l'époque, quand nous avons fait une émission, je crois que c'est toujours chez vous ici, on est arrivé à établir que les recettes collectées par les administrations financières, notamment la DGI et la DGDA, sont faibles par le fait que beaucoup de gens sont exonérés en dehors des dispositions légales. Il y a des exonérations qui ne valent pas la peine. Et donc, si on prend le temps d'auditer rien que les exonérations et qu'on arrivait à prendre le courage de les faire tomber et à ne plus accorder de nouvelles exonérations, on pourrait déjà conforter. Mais c'est ce qui a été fait il n'y a pas longtemps. On a supprimé certaines, mais on ne sent toujours pas cet impact. Supprimé, ça, bon. Oui, certaines exonérations ont été supprimées. Non, mais quand vous supprimez et que vous ajoutez, est-ce que... Et d'ailleurs, quand vous suivez les rapports, la DGI est au-delà des prévisions, DGA est au-delà des prévisions.
des communiqués du genre nous arrivent même ici à la rédaction. Mais Oui. quand est-ce qu'on va sentir Non, en fait, cela? il y a certaines recettes exceptionnelles qui peuvent justifier l'accroissement des recettes de l'État, notamment les redressements fiscaux. Bon, il faut le dire, c'est qu'autrefois, il y avait certains opérateurs économiques qui ne payaient peut-être pas les impôts parce qu'ils avaient une certaine couverture ou certaines accointances. Mais aujourd'hui, avec certains redressements fiscaux qui sont faits, ils sont sommés ou obligés de payer. Et lorsqu'ils payent, je pense, ce sont des recettes qui entrent dans le compte général du Trésor. Mais ce sont des recettes qui ne sont pas à caractère permanent, mais à caractère temporaire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas tabler sur ces recettes-là dans le long terme, parce que ça vient à un moment donné, et ça va être parce que c'est un redressement fiscal. On ne le verra pas l'année prochaine, puisque ça a été fait une fois. Alors il faut savoir maintenant être respectueux des limites de votre espace. Sinon, vous risquez d'aller au-delà de l'espace. Et quand vous allez au-delà de l'espace, c'est là que ça énerve le cadre macroéconomique, ça crée l'inflation, ça modifie le pouvoir d'achat de la population et ça affecte le bien-être de la population. Est-ce qu'il y a un autre paramètre en dehors de la suppression des exonérations? Non, il y a même la qualité des mécanismes par lesquels on définit les assignations budgétaires. Dans plusieurs pays, il existe des modèles macro qui permettent d'appréhender la dynamique de l'économie et ensuite voir comment est-ce que cette dynamique de l'économie peut se répercuter sur la collecte des recettes. Est-ce qu'en RDC, nous l'avons? Je ne pense pas. À l'époque, par exemple, je me rappelle, il y a un député qui, aujourd'hui ministre, mais je ne sais pas son nom, avait fait une remarque importante au gouvernement de la RDC. Il a pris une rubrique du budget en recettes. Il dit, mais regardez, telle rubrique, vous avez mis tel montant. Mais il a mis à défi le gouvernement, il dit que vos méthodes de calcul sont mauvaises. C'était les recettes liées au produit de la vente de nos visas. Il a pris juste la moyenne du nombre de passagers qu'il y a dans les vols internationaux sur 3 ans. Et il a pris le prix moyen de vente de passeport et il a pris le nombre moyen de vols. Il a calculé. Et le montant qu'il a trouvé était 100 fois supérieur à ce qu'il y avait dans le budget de l'État. Donc, on peut dire que les mécanismes d'évaluation des prévisions de recettes fiscales posent aussi problème. Il faut aussi donc apporter des changements à ce niveau-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quelques années, Luzolo Bambi, que vous connaissez, il était conseiller spécial sur l'État en matière de lutte contre la corruption, notamment. Il avait produit un rapport disant que la RDC perd chaque année 15 milliards de dollars. Est-ce vrai ou un discours populiste? Bon, moi, je suis économiste et je n'ai pas vu dans les documents qui circulaient une méthode rigoureuse qui justifie. Il n'y avait pas de méthode, c'était un chiffre comme ça annoncé. Je ne sais pas, peut-être qu'il peut le pour prouver. les effets d'annonce, tout simplement. Il peut le prouver, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu ça. En tant qu'économiste, et moi je suis quantitativiste, je préfère voir une démarche cohérente qui dit voilà, nous avons tel niveau de production et si on arrive à tel niveau avec tel effort en termes de collecte, on va arriver à ça. Ok, s'il peut l'établir, il n'y a pas de problème, mais c'est un point de vue qu'il a apporté. Peut-être qu'il faudra l'inviter pour que lui-même puisse vous expliquer comment est-ce qu'il est arrivé à ce chiffre, mais moi, je ne sais pas me prononcer là-dessus. Tout à fait. Alors, 6 milliards difficilement mobilisables, on est passé à 8 milliards, 10 milliards. Vous pensez que 2022, la RDC peut les mobiliser facilement? C'est pas facile. Pas facile pourquoi? Parce que le contexte économique mondial demeure très difficile. Notre économie, comme je disais tout à l'heure, est une économie peu diversifiée et extravertie. Donc, on dépend de la dynamique extérieure. Lorsque l'économie mondiale tousse, l'économie congolaise tousse. C'est vrai qu'en 2020, contre toute attente, le secteur minier n'a pas connu le choc qu'on a eu à annoncer, mais il y a eu quand même de la fragilité de la dynamique de l'économie mondiale et cette dynamique a affecté la dynamique de notre économie à nous. Comme pour dire qu'il faut être très prudent et très regardant. Vous avez suivi les mesures qui ont été prises tout récemment en France. Le Premier ministre français a parlé il y a quelques jours ici. On a appris également qu'il y a des mesures qui ont été prises en Allemagne et dans d'autres pays. C'est pour dire que l'économie mondiale ne se comporte pas très bien. Et si ces grandes puissances ne se comportent pas très bien, cela aura une incidence sur la consommation mondiale de certaines matières, notamment celles que nous vendons. Alors si on n'arrive pas à exporter, ça va peser sur nous. Et il n'y a pas que ça aussi. Il faut noter que nous dépendons beaucoup de l'extérieur. On importe beaucoup. Et c'est à ce niveau-là que je dis qu'il faut qu'il y ait une gouvernance forte avec des réformes courageuses qui vont changer le cours des choses. Sinon, on sera dans l'éternel recommencement. On annoncera à la population c'est les terres et on ne pourra pas lui donner c'est les terres parce que justement, on ne pose pas les actes qu'il faut. Il faut associer l'acte à la parole. Si les paroles sont orphelines, sans parents en termes d'actes. Tout à fait. Alors, vous avez suivi ces débats au Parlement par rapport à ces billets.
il se peut que notre budget, souvent, lorsqu'il est présenté, il est beaucoup plus institutionnel, c'est-à-dire les institutions avalent la part des lions, il n'y en a pas assez pour les investissements et autres. Qu'est-ce qui explique cette tendance Non, effectivement, à pouvoir toujours se servir il y a des au lieu problèmes de d'équité. servir? Il y a des problèmes d'équité. Laissez-moi vous donner une anecdote. J'ai participé à une séance de travail lors des conférences budgétaires qui se sont déroulées la fois passée. Et pendant ces échanges, il y a un responsable de planification d'un ministère qui prend la parole et il dit ceci, suivez-moi très bien. Dans le ministère qui est le nôtre, lorsque nous prenons les personnes engagées en bonne et due forme par l'État et qu'on prend leur taux de rémunération officiel, ça nous donne une enveloppe de 40 milliards. Mais lorsque on est au niveau de la proportion du budget, on amène 40 milliards, on nous rabat à 10 milliards. Et dans l'exécution, on ne nous donne pas les 10 milliards. Mais comment peut-on penser lutter contre la corruption dans l'administration publique si on n'arrive pas à payer aux gens même les salaires qu'ils devraient avoir normalement? Et au moment où ces personnes-là ne sont même pas rémunérées conséquemment parce que la gestion a posé problème, il y en a d'autres qui sont dans les dépassements. C'est un problème parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'argent d'un individu, ce n'est pas l'argent du gouvernement, du président de la République, du président de la Chambre basse, du président de la Chambre haute, mais c'est l'argent de la République. Comme pour dire que nous devons faire un effort pour que l'argent qui est mobilisé puisse servir la cause collective. Donc il y a un problème d'équité qu'il faudrait régler dans l'élaboration et l'exécution du budget de l'État en RDC. Un problème d'équité, je reviens sur cette question. Les budgets, lorsqu'il est élaboré, le but final, c'est quoi? Améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Oui. Mais pourquoi chaque exercice budgétaire, on ne sent pas l'impact du budget défendu au niveau du vécu quotidien de cette population? Bon, déjà, il y a un problème qu'il faut aussi soulever, c'est qu'en RDC, souvent, le budget voté et le budget exécuté sont souvent disjoints. Pourquoi? Parce que justement, on semble, après avoir fait passer le budget au Parlement, oublier qu'on doit se coller à ce document-là parce que c'est une loi et s'assurer de sa mise en œuvre satisfaisante. Et quand on fait une analyse des taux d'exécution, il y a des écarts qui apparaissent et qui, des fois, dérangent. Vous avez remarqué, par exemple, l'année passée, par exemple, le poste santé a connu un taux d'exécution de 60%. Alors que nous sommes dans un pays où il y a une forte prévalence des maladies comme le paludisme, choléra, il y a même la rougeole, il y a aussi des épisodes d'Ebola, tout ça. Et à cela s'est ajouté la Covid-19. Donc, il faut dire que le système de santé RDC subit des fortes pressions. Et donc, ça suppose qu'il faut vraiment accroître l'enveloppe, c'est-à-dire augmenter les allocations, mais aussi décaisser conséquemment. Pendant la période chaude ici, de la Covid ici, on a entendu des protestations au niveau du personnel de la santé parce qu'il n'était pas payé. Comment on veut comprendre une chose pareille? Donc, c'est une chose qui, en fait, qui font mal. Parce que ces gens-là ont droit à ces rémunérations, ils le font pour sauver des vies, mais lorsqu'on ne leur donne pas ça et qu'il n'y a pas de sanctions fortes, ça dérange. Les sanctions ne suivent pas souvent. Alors, on regarde cette situation. Est-ce que la Banque centrale du Congo joue réellement son rôle de conseiller économique, conseiller financier, on regarde ses missions reconnues par la Constitution pour pouvoir dire stop, ici, faites ceci, faites cela? Tout à l'heure, comme je dis, être conseiller et être décideur, ce sont deux choses différentes. Un conseiller peut donner un point de vue. On peut le prendre ou ne pas le prendre. Donc, tout dépend de celui qui écoute et qui comprend ce que vous dites. Parce qu'il y a de ces hommes politiques à qui vous dites des choses, mais c'est comme s'ils ne venaient pas parler. Il y a aussi d'autres qui sont sensibles. Le gouvernement prévoit d'ici 2030, 30 milliards de dollars. Est-ce faisable, encore une fois? En tout cas, moi, je peux vous dire, mon frère, il est possible de faire des miracles en RDC. Mais il faudrait avoir une vision, une méthode de travail, un courage et avancer. En se disant que nous le faisons pour marquer l'histoire et laisser à ce peuple une perspective meilleure de développement. Mais pour cela, il faut qu'il y ait vraiment de la force dans notre esprit pour agir conséquemment. Il n'y a pas assez d'argent dans l'assiette. Les besoins sont immenses. Et pourtant, et c'est la question, il y a toujours des passements budgétaires dans certaines institutions. Même l'IGF, Inspection Générale des Finances, justifie ces dépassements, il dit c'est normal,
ça arrive, c'est normal, il n'y a pas de problème. Pourquoi ailleurs, tout manque, mais de l'autre côté, on a tout et on dépasse parfois des 200%. Est-ce que c'est normal? Non, je ne partage pas ce point de vue. Pourquoi? En matière de finances publiques, lorsqu'il était prévu de dépenser autant pour telle rubrique et qu'on prend cet argent-là pour une autre rubrique, sans qu'il y ait eu un changement au niveau du Parlement sur la procédure établie, c'est un détournement. Et un détournement, ce n'est pas une chose positive. Parce que le mot a un sens ou une connotation qui est négative. Donc, c'est pour dire que ça pose problème. Alors, regardez un peu. Dans un contexte où le budget de l'État est limité, si un secteur connaît de manière systématique des déplacements, ça suppose qu'il y a des coupes qui se opèrent ailleurs. Et donc, c'est un élément de contre-performance et ça dérange. Et donc, ce n'est pas une performance, c'est un élément qui dérange, c'est un mal. À votre époque, avec l'un des premiers ministres, ancien premier ministre, vous avez connu ces déplacements budgétaires? Il y a eu des déplacements et à mon niveau, moi je suis économiste. C'est souvent justifié? Non, en fait, moi je suis économiste et je suis analyste. Ouais. Autant que je travaille avec les politiques, autant je mène mes réflexions de manière indépendante et je dis ce que je pense par rapport au devenir du pays. Et donc j'ai soulevé ces questions-ci de discipline au niveau de la gestion des finances publiques. Donc il y a eu des dépassements, mais il faut faire un effort pour corriger. À un moment donné, par exemple, en 2015, nous avons lancé une réflexion au niveau de la primature pour couper ou auditer un poste de dépenses qu'on appelle les charges communes. Il y a des dépenses qui sont faites pour des hommes ou des personnes qui sont bien rémunérées ou bien nantis, prises en charge par le Trésor, mais on les paie encore davantage à travers la prise en charge des factures d'eau, d'électricité. Pourquoi? Alors qu'ils ont des rémunérations conséquentes. Et ceux qui sont au bas de l'échelle, on ferait pour eux. Alors que, normalement, avec les finances publiques, on doit aussi voir comment réduire les inégalités. Donc, c'est comme si des fois, nos budgets ont tendance à faire quoi? À creuser les écarts. Ce n'est pas normal. Pourquoi on veut l'amener à 100 à l'heure alors que le pays n'a pas de moyens? Vous êtes, les moyens se créent. Vous êtes ministre d'État, vous êtes Premier ministre, vous êtes président de telle institution. Il faut que chez vous, tout soit réuni. Le mot sacrifice pose problème? C'est un des mots qui dérange. Mais déjà à l'époque ici, quand la Covid battait son plein, mais on a entendu dire que certains joueurs de football des clubs en Europe avaient décidé de faire quoi? De rabattre leur salaire, d'autres ont donné des dons pour renforcer les systèmes, n'est-ce pas, de lutte contre la Covid. Mais chez nous, au même moment qu'il y avait cette Covid-là, on a entendu certains responsables politiques demander qu'on augmente leur rémunération, alors qu'ils sont au-delà de la moyenne des Ce qui n'est pas normal. C'est anormal, c'est anormal. On n'est pas chef pour soi-même. On est chef parce qu'il y a des subalternes. Et donc, si on prend des mesures sans tenir compte des subalternes, un jour, le subalterne comprendra. Et surtout contre vous, faisons les choses pour que toutes les parties en présence se retrouvent dans une mesure. Et ça sert à quoi d'être payé 50 fois plus que l'autre pendant que l'autre n'a rien? C'est ça le problème. Parce que l'amour, la bonté, ce sont des choses qui sont fondamentales dans la vie d'un homme. On peut être intelligent, on peut parler toutes les langues du monde, mais si on n'a pas de la bonté, on n'a pas cette précision à faire du bien aux autres, ça pose problème. Nous avons eu ces nouveaux codes miniers laissés par Joseph Kabila Kabange. La République du Congo est riche, son sous-sol est très riche en minéraux, divers minéraux. Pourquoi ça ne profite pas réellement aux Congolais aujourd'hui? Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une véritable vision de développement, un plan de développement. Mais qu'est-ce que nous avons comme ressources dans ce pays? D'abord, est-ce que ce nouveau code minier, s'il est vraiment appliqué à la lettre, peut changer beaucoup de choses? Bon, on peut certes voir les ressources augmenter, mais moi je pense que le problème du secteur minier congolais est d'abord un problème structurel. Je vous ai posé une question tout à l'heure là. Qui peut vous dire ce qu'il y a dans le sous-sol congolais actuellement? Je peux vous dire qu'il y a certaines études qui montrent que même la province de l'ancienne province d'Équateur est riche en ressources minières. Mais qui c'est ça? Aujourd'hui, tout le monde sait que là-bas, c'est l'agriculture, la forêt, tout ça. Mais il y a des minerais là-bas. Il y a même du pétrole là-bas. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a pu faire une évaluation de ce que le pays a comme ressources dans son sous-sol? Il faut le faire. Il faut ensuite mettre en place des mécanismes pour valoriser ce que nous avons. Il ne faut pas juste se limiter à l'extraction des ressources du sous-sol. Il faut arriver à extraire et à transformer localement, à créer de la valeur ici, mais on ne le fait pas. Ce qui fait que notre économie est peu complexe. Mais on ne le fait pas. Entre-temps, les étrangers qui nous viennent, c'est que vous appelez dans vos termes partenaires techniques et financiers, parfois il y en a qui amènent des mensonges, ils arrivent ici même réduits, ils rentrent chez eux millionnaires.
Non, il n'est pas les partenaires techniques financiers, non. En fait, il y a peut-être d'autres opérateurs économiques qui viennent ici. Non, mais ils viennent, ils disent nous venons vous aider, voici l'argent, et donnons-nous tel carré, donnons-nous cela, et parfois c'est sous-évalué. Hein. Non, non, ça, ce n'est pas les partenaires techniques financiers. À l'époque, par exemple, le programme du Fonds monétaire a été interrompu en RDC. Pourquoi? Parce que les autorités congolaises ont bradé les carrés miniers. Lorsque le cours sur le marché était d'autant, je donne un exemple, 100 millions, vous, RDC qui avait des problèmes d'argent, vous vendez ça à 10 millions, 10 fois moins. C'est comme ça que le Fonds monétaire s'est plaint pour dire, mais c'est pas correct ce que vous faites là. Vous vous dites qu'il n'y avait pas d'argent. Et les conséquences, on les sent jusqu'à aujourd'hui. Mais oui, on avait arrêté le programme à l'époque et c'est un manque gagné pour le trésor public. Donc il faut dire qu'il y a un besoin profond d'amélioration de la gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale pour aider le pays à se redresser. C'est à ce prix qu'on pourra modifier le modèle économique du pays, créer plus de richesses, créer plus d'emplois et aussi donner à l'État plus de moyens. Parce que si l'économie ne tourne pas, l'État n'aura pas de moyens. N'aura pas de moyens. Et c'est vrai qu'il y a des mesures qu'il faut faire pour améliorer les mécanismes de collecte, mais il faut jouer sur l'économie. La diversification de l'économie, c'est un axe très, très important qu'il faut regarder en face et attaquer. Mais, chers frères, nous avons, nous, en RDC, 53% des sources d'eau douce d'Afrique. Quand vous prenez la carte du continent, vous allez voir, au nord, il y a le désert Sahara et en bas, le Kalahari. Et les deux déserts sont en train de se déplacer. Et tout se passe sur RDC. Or, l'eau, c'est la vie. Il y a un musicien congolais qui a chanté « L'eau, c'est la vie ». Vous ne voulez pas de ça comme eau de boisson, vous l'avez avec. Vous lavez vos habits, les assiettes. Mais on a ça. Mais c'est une arme. Qu'est-ce que nous faisons ça alors qu'il y a des pays d'Afrique ici qui sont déjà en train de croupir derrière la sécheresse? Imaginez un peu si on arrivait juste à mettre en place un programme de récolte, de recueillement des eaux de pluie, eaux usées. On les recueille, on les traite, on les épure et on fait quoi? On les exporte. Mais le président de la RDC devient un homme important dans la région parce que tous ces pays qui reçoivent l'eau de la RDC seront obligés de faire quoi? D'avoir une oreille attentive sur le point de vue du gouvernement congolais. Parce qu'ils en dépendent. C'est ça la force de Nous sommes l'outil en Europe. généralement dépendants de mines. Vous êtes expert économiste. S'il faut classifier nos ressources, si on fait abstraction aux mines, est-ce qu'on peut s'attaquer à quel secteur pour aller vite? Nous parlons ensemble ici parce que nous sommes en bonne santé. Et la bonne santé dépend aussi de ce que nous mangeons. Et comme pour dire que si nous n'arrivons pas à donner à la population à manger, on ne peut pas avoir des hommes intelligents. Il a été même prouvé scientifiquement que lorsque un petit-enfant, n'arrive pas à bien grandir et grandit avec des problèmes sérieux de faim, ça va jouer sur ses capacités cognitives et donc il ne pourra pas faire un bon parcours scolaire et donc ça va affecter le stock de capital humain du pays. Donc vous voyez un peu ce que ça suppose. Donc il nous faut aujourd'hui faire face au problème de la faim en RDC. Il y a un homme d'affaires sud-africain qui était venu ici faire un tour vers le Bas-Congo. Il se déplace, il revient, mais il dit, mais est-ce que chez vous, on vous a interdit de cultiver? Oh non. Mais pourquoi vous avez des espaces verts qui ne sont pas cultivés? Mais on pleure de faim ici. Mais en son temps, l'ancien président Kabila avait amené des tracteurs distribués dans toutes les provinces. Ces tracteurs ont été partagés entre élus provinciaux. Aujourd'hui, c'est dans un état d'élaboration très poussé. À qui la faute cette fois-là? Mais j'ai parlé de la gouvernance. Les choix politiques aussi, il faut savoir faire des bons choix. Et on peut faire aussi un bon choix, mais il faut savoir les appliquer. C'est ça, en fait, la force. Aujourd'hui, ce qui nous tue, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'homme congolais est malade lui-même. Nous sommes flatteurs. Aujourd'hui, vous devenez président de la République, j'applaudis sur tout ce que vous faites. Même quand ce n'est pas correct, vous dites 1 + 1 = 100. L'égalel. Oui, c'est ça ce qui nous tue. C'est hérité de l'école des Mobutu. Oui, mais c'est une erreur. C'était un grand homme, mais... Il nous faut combien de temps pour nous débarrasser de tout ça, finalement? Il faut des hommes courageux et qui regardent le monde autrement. C'est comme ça que moi je fonctionne. Je vous respecte, mais quand vous dites que 1 + 1 = 4, je vous dirais, moi je sais que c'est 1 + 1 = 2. C'est tout, poliment. Vous ne voulez pas, c'est votre problème, mais je dirais la vérité. C'est parce qu'on n'aime pas la vérité. Mais pourtant, il y a beaucoup d'églises en RDC. À l'émission du franc congolais, pour remplacer les anciens nouveaux Zaïre, je crois, un franc congolais est égal à peu près à $1. Aujourd'hui, nous sommes à 2000 francs congolais pour $1. Oui. Est-ce que c'est ce qui peut aussi expliquer notre niveau médiocre de l'économie? Oui, mais c'est la contre-performance de l'économie qui justifie ça. Parce que la monnaie a de la valeur en fonction de ce que vous produisez. Quand l'économie ne produit pas assez, ou quand le modèle de production est très fragile et très dépendant de l'extérieur, vous êtes soumis à plusieurs chocs.
Et quand ces chocs viennent, vous suivez les conséquences et c'est ça ce qui fragilise davantage. Et donc, c'est vrai que j'ai dit tout à l'heure, nous avons besoin d'un nouveau modèle économique en RDC. Une question pour les citoyens lambda. Nous étions à 800 millions de dollars en réserve d'échange. Les taux étaient toujours de 2000. On est passé à 1,5 milliard. Aujourd'hui, on est à 3 milliards. Ça ne bouge pas. Sur le plan économique, qu'est-ce qui explique on est resté stationnaire avec notre taux d'échange? Bon, en fait, les réserves sont... c'est une épargne, ça va? Les réserves servent lorsqu'il y a un choc sur le marché et qu'il y a besoin de calmer les tensions. Là, la Banque centrale puise dans ses réserves. Mais les réserves peuvent augmenter, mais s'il n'y a pas de choc majeur, il n'y aura pas de véritable impact sur... Et les taux n'intéressent personne? Non, mais le taux, c'est le taux d'équilibre. C'est à ce niveau d'équilibre qui se situe. S'il y a un choc, aujourd'hui, la Banque centrale a peut-être une forte capacité de pouvoir intervenir et tuer ce choc-là. Mais bon, sinon... Alors, sur quoi finalement faut-il jouer pour revenir, par exemple, à 1000 francs, 1000 francs, 1 dollar? Bon, pour que la tendance soit... non, en fait, bon, là n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est qu'il faut plutôt chercher à maintenir le taux là où il est, mais accroître le niveau de revenus réels de la population. Comme ça, en termes réels, on augmente le pouvoir d'achat de la population. C'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas en fait un problème. En fait, c'est un rapport. Le pouvoir d'achat, c'est le revenu divisé par l'indicateur des prix. Ça va? Si l'indicateur de prix ne change pas et que le revenu augmente, ça suppose que le rapport a augmenté. Donc, il y a amélioration du pouvoir d'achat. C'est ce qu'il faut faire pour la RDC. Alors, la cause de la pauvreté, finalement, en RDC, c'est lié à son niveau des billets où, finalement, le peuple a décidé de ne plus travailler. Quand vous circulez à travers nos provinces, même dans nos villages, où vous pouviez, à l'époque, facilement trouver un fruit ne fût-ce qu'à croquer, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui peut expliquer ces niveaux de pauvreté? On est tombé un peu plus bas. Non, mais effectivement, mais tout à l'heure, là, quand je parlais, j'ai fait remarquer qu'il faut un budget qui répond aux problèmes de la population. Je vais vous expliquer ce que vous dites là. Autrefois, certains paysans faisaient quoi? Produisaient peut-être 10 sacs de cossette de manioc avec l'intention d'en consommer 5 et de vendre 5 pour pouvoir obtenir des revenus avec lesquels on pourrait s'acheter de l'huile culinaire, des baskets pour les enfants, des chemises, n'est-ce pas? Ce qu'eux ne produisent pas. Et donc, c'était une sorte d'économie marchande, une agriculture marchande qui se faisait à l'époque. Mais à un moment donné, avec l'élaboration des routes, des sites agricoles, les paysans n'arrivaient plus à évacuer leur production vers les centres de consommation. Si bien qu'une personne qui produisait 10 sacs n'arrive plus à évacuer, il fait quoi? Il réduit la production de 10 sacs à 8 sacs. Il arrive à évacuer de 8 sacs à 6 sacs. Jusqu'à faire quoi? À ne produire qu'exactement ce qu'il lui faut pour sa consommation. Ce qui veut dire qu'on est passé d'une économie marchande à une économie de subsistance, c'est-à-dire un mécanisme de sous-développement. Pourquoi? Parce que l'État n'a pas mis en place une politique de développement des routes. L'avant-dernière question, ça c'est pour chuter. Oui, allez-y rapidement. Ça dérange parce que vous avez remarqué, par exemple, en 2020, les dépenses en capital ont représenté 1 ou 1, quelque chose % du PIB. Pour un pays qui a un niveau de déficit inflationnel comme la RDC, c'est quand même grave. Comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Dans le budget actuel, on a parlé de 30%. Mais chaque année, on parle de 30%, plus de 30%. Même le 2022, c'est 37%, si je ne me trompe pas, ou 38% pour investissement. Mais concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Et quand vous entendez parler les responsables des villes, des provinces, des entités décentralisées, il y a un problème d'investissement. Le pouvoir central n'arrive pas à faire ce qu'il faudrait faire. Pourquoi? Autant de questions. Nous allons terminer par cette affirmation d'un professeur d'économie sur ces plateaux qui dit que quels que soient les budgets qu'on peut voter aujourd'hui, tant que le gouvernement ne vérifie pas, n'a pas la même mise sur la démographie, parce que la population augmente, n'est-ce pas? On était Kinshasa il y a quelques années, nous étions à peu près 1 million, aujourd'hui c'est plus de 17 millions, la population augmente jour après jour. Tant que la population augmente, la pauvreté va s'accentuer. Et que selon lui, actuellement, les naissances ne sont pas de bonnes nouvelles pour le pays. Qu'est-ce que vous dites? Et on va terminer par là. C'est un point de vue qu'il défend. Je ne partage pas totalement son point de vue parce que pour moi, j'estime qu'avec ce que le pays a comme ressources, il est possible de faire un shift sans précédent. Je me rappelle lorsque j'étais encore sur le banc, j'étais encore étudiant, il y a un collègue qui est venu avec un magazine
qui parlait d'un pays qui avait réalisé une croissance de plus de 10%. Notre professeur de macroéconomie, c'est un de mes maîtres, le professeur Kabouya, a demandé à ce collègue, mais montrez-moi ce document-là. Pourquoi? Parce que ce pays a réalisé un taux de croissance de plus de 10%. C'était quand même quelque chose de très impressionnant. Et si le professeur a réagi, c'est parce qu'en tant qu'économiste, c'est que 10% de croissance, ce n'est pas chose facile. Mais moi, je vous dis qu'avec ce que la RDC a comme multitude de ressources, si nous mettons en place une vision et que nous avons des hommes courageux, capables de faire ce qu'il faut faire, on peut faire une croissance de plus de 15%, 20%, et donc on peut rapidement éponger les sans-emploi, augmenter la richesse nationale, créer davantage d'emplois et réduire sensiblement la pauvreté en RDC. C'est faisable, mais tout dépend de comment est-ce que nous voyons les choses, comment est-ce que nous calibrons les politiques et comment est-ce que nous les mettons en œuvre. Il nous faut du courage, c'est votre dernier mot. Oui, courage pour faire un pas vers l'avant. Les Congo, c'est possible de se développer avec nos ressources. Monsieur le chef des travaux, Alexandre Chouet, merci d'avoir été les nôtres. C'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez sur Télé 50.